Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Grain à Moudre enregistrée à la Sorbonne dans le cadre du forum que France Culture vous propose toute cette journée, journée consacrée aux enjeux des prochaines élections européennes. Europe, le moment de vérité. Alors c'est à l'Europe sociale que nous allons nous intéresser à présent, à sa réalité et peut-être aussi à ses absences. Au début du mois, le Laboratoire sur les inégalités mondiales, un groupe de chercheurs notamment dirigé par Thomas Piketty, publiait une étude sur l'évolution des inégalités au sein de l'Union européenne au cours des 40 dernières années, plus précisément entre 1980 et 2017. Et il ressort de cette étude qu'en dépit des politiques d'intégration, les inégalités restent fortes entre les différents pays de l'Union, notamment entre l'Ouest et l'Est, que par ailleurs ces inégalités augmentent à l'intérieur de chaque pays, les plus riches s'enrichissant beaucoup plus vite. Mais l'étude fait aussi le constat qu'en comparaison avec d'autres zones géographiques, l'Europe a plutôt mieux résisté aux différentes crises, peut-être du fait de son modèle social qui, bien qu'imparfait, a pu servir d'amortisseur dans un certain nombre de cas. Alors à qui profite l'Europe ? Eh bien c'est le thème de notre discussion en compagnie de trois invités. Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes syndicaliste, vous êtes le secrétaire général de la CFDT et candidat au poste de président de la Confédération européenne des syndicats. Ce sera une élection qui aura lieu fin mai, en même temps quasiment que les prochaines élections européennes. Pour discuter avec vous, deux économistes. Agnès Benassi-Kéré, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Vous êtes par ailleurs membre du Cercle des économistes. Et puis Dany Lang, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Paris 13 et membre des économistes atterrés. Alors je voudrais qu'on commence, si vous le voulez bien, cette discussion avec cette étude que j'évoquais du laboratoire sur les inégalités mondiales. Qu'est-ce que vous en retenez d'abord, Laurent Berger ? Est-ce que vous en retenez le fait que les inégalités restent importantes et qu'elles ont augmenté dans chacun ou quasiment chacun des pays de l'Union européenne, ou bien plutôt le fait que l'Europe a plutôt mieux résisté que d'autres zones géographiques, notamment que les États-Unis ? Eh bien, bizarrement, je retiens les deux. Je retiens que l'Europe, elle a un modèle social qui est imparfait et qui mérite de progresser. Et c'est indéniable, on le voit dans le monde du travail, l'Europe a apporté nombre d'avancées, y compris pour les travailleurs français, ce qu'on ne dit pas suffisamment en termes de sécurité au travail, d'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, mais elle ne répond pas à tous les enjeux de réduction des inégalités à l'intérieur de l'espace européen, mais aussi à l'intérieur de chaque pays. Mais à l'intérieur de chaque pays, il faut aussi le dire que la responsabilité n'est pas tant de l'Europe que des gouvernements nationaux. Mais cette étude, on peut la prendre soit pour dire que finalement l'Europe ne résout rien, c'est pas vrai. Il y a une réduction des inégalités au sein de l'espace européen. On le voit, nous, très concrètement dans le syndicalisme européen avec nos camarades de l'Europe de l'Est, et même, si c'est plus difficile, même avec l'Europe du Sud-Est, avec notamment une progression des salaires dans ces pays-là. Mais par contre, les inégalités territoriales et sociales restent trop élevées pour que l'Europe soit finalement un horizon désirable pour trop de travailleurs. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Avant de passer la parole à Agnès Benassi-Kéré et Dany Lang, vous diriez que sans l'Union européenne, l'impact sur les inégalités aurait été beaucoup plus important, l'impact des crises qui ont eu lieu ces dernières années, Laurent Berger ? Sans l'Union européenne, nombre de travailleurs en Europe seraient dans une position sans doute pire qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est un élément de satisfaction, c'est un élément qui doit nous aider à aller beaucoup plus loin, comme le préconise le socle européen des droits sociaux qui a été proclamé à Göteborg en novembre 2018. Et ça mérite d'aller beaucoup plus loin. Mais vous savez, quand on a une étude comme ça, il y a deux options possibles. C'est on jette le bébé avec l'eau du bain ou on essaye de faire grandir le bébé. Je préfère la deuxième option. Il faudra d'ailleurs qu'on revienne sur ce socle européen des droits sociaux qui est important tout en étant particulièrement méconnu. Mais j'aimerais d'abord savoir si Agnès Benassi-Kéré et Dany Lang partagent votre analyse. Agnès Benassi-Kéré ? Oui, je la partage très largement. Si on regarde au niveau des pays, il y a une convergence entre les pays européens, c'est indéniable. Les pays d'Europe de l'Est, enfin regardez ce qui s'est passé en Pologne depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, c'est spectaculaire. Maintenant, il y a des exceptions. La Grèce est une exception. Le PIB par habitant en Grèce a divergé par rapport, mettons, à l'Allemagne depuis les années 70. Et ça date pas de l'euro en particulier. On est retombé aujourd'hui sur un sentier de divergence année après année. Donc là, il y a un véritable sujet sur la Grèce. Maintenant,
Vous savez que l'Union européenne, c'est les 4 libertés. Liberté des mouvements de biens, de services, de main-d'œuvre et de capitaux. Ces 4 libertés entraînent éventuellement une recomposition au niveau des États, avec l'émergence d'inégalités à l'intérieur des États membres. Et le principe de l'Union européenne, c'est celui de la subsidiarité. Et donc, c'est aux États de... donc, le gâteau, grâce à l'Union européenne, le gâteau, au total, a augmenté. On évalue dans l'ordre de entre 10 et 15% l'augmentation du niveau de vie moyen grâce à l'intégration européenne. Maintenant, c'est à la charge des États de partager cette augmentation du gâteau, et ils le font pas. Et donc, après, c'est très facile là, pour les États de rejeter la faute sur l'Union européenne. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire, voilà. C'est ce qu'ils font en général. Hein. C'est plutôt l'inverse qui est dit, c'est de dire, voilà, les États essaient de faire des choses, mais ils sont contraints par les règles de l'Union européenne. Oui et non. Regardez les taux de chômage par bassin d'emploi en France. Donc il y a 300 bassins d'emploi en France. Le taux de chômage à Agde, PZDAS ou à Antirache, c'est de l'ordre de 16%. En Vendée, c'est 4%. La corrélation entre les taux de chômage en 2018 et dans les début des années 2000 où ont commencé ces statistiques, c'est plus de 90%. Donc, est-ce que l'État français a réussi à faire converger les taux de chômage, donc vers le bas si possible, au sein du territoire français? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que c'est la faute de l'Union européenne? Partiellement, parce qu'on sait que plus de commerce international, donc l'Union européenne signe des accords commerciaux avec des pays tiers, et c'est aux États de prendre en compte les conséquences. Donc partiellement, mais c'est quand même c'est seulement une partie du sujet. Et bon, après, on parlera peut-être de la concurrence fiscale et sociale, qui est une autre partie du sujet. Mais voilà, l'essentiel du sujet, c'est quand même un sujet national. Vous êtes d'accord avec ça, Dany Lang? Je suis plus partagé sur ces conclusions. Personnellement, d'ailleurs, quand on parle des inégalités, on parle souvent des inégalités interpersonnelles à la Piketty, comme vous venez de le faire. Effectivement, on a eu un creusement des inégalités interpersonnelles, mais qui est plus lié au fait que l'Union européenne et les États membres qui construisent l'Union européenne suivent la mondialisation plutôt que de nous protéger de la mondialisation. Il y a 20 ou 30 ans, on nous a vendu une Europe qui protège. Ça n'est absolument pas l'Europe qu'on est en train de construire. Et je pense d'ailleurs qu'il faut bien distinguer les pays qui sont membres de l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire ceux qui sont dans la zone euro, et ceux qui sont en dehors de la zone euro, parce que les processus de divergence ou de convergence ne sont pas du tout les mêmes. Alors on nous parle des inégalités interpersonnelles, et je pense que les données de Piketty sont bonnes, hein, mais on ne nous parle pas non plus assez souvent des inégalités fonctionnelles, c'est-à-dire de la part des salaires qui a baissé partout dans l'ensemble des pays européens. On nous a vendu une Europe qui allait nous protéger. Quelle Europe nous protège? On a un budget européen qui est de 1% du PIB européen. Normalement, lorsqu'on décide de faire monnaie unique, on n'a pas fait monnaie commune, on a fait monnaie unique. Ça voulait dire aussi qu'on devait avoir un budget européen, c'est ce qu'on nous avait promis. Hein. On nous avait dit on fait d'abord la monnaie, après on aura un budget européen, l'Europe sociale, vous la verrez dans 10 ans, dans 15 ans. On ne l'a pas vu, cette Europe sociale. On a vu des processus de divergence à l'intérieur des États comme à l'intérieur de l'Union européenne. On a vu une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée qui, selon les estimations, est comprise entre 5 et 10 points selon les pays. C'est quand même beaucoup. Et là, je me réfère aux statistiques européennes qui sont extrêmement fiables. C'est zéro en France, hein, quand même. De quoi? La baisse de la part des salaires? Oui, alors là, on est en Elle désaccord a pas parce que les données d'Ameco, j'ai encore regardé hier, c'est 7%. Depuis 1983, et tournant à la rigueur, c'est moins 7%. Vous prenez Adjusted Wage Share, donc si vous voulez être technique, on pourra en discuter. Vous dites que l'Europe sociale, finalement, n'a pas été au rendez-vous, mais dans votre première intervention... On a eu des éléments de cette Europe sociale. On a eu des fonds européens. Ceci dit, il y a une vraie rupture entre les années 80, où vraiment, pour des raisons politiques, on a voulu faire l'effort d'intégrer les Grecs, les Espagnols et les Portugais
en mettant les moyens. Et puis, les dernières vagues d'intégration, où on a dit aux gens, débrouillez-vous, faites des politiques libérales, diminuez votre état social. Donc, on a eu 2 phases extrêmement différentes. Laurent Berger, vous avez parlé tout à l'heure d'un modèle social européen. Est-ce que ça veut dire que ce modèle social, il existe, mais il n'est pas suffisamment mis en application pour résorber ces inégalités dont on parle? Ou bien est-ce que c'est simplement une question de nouveaux outils, enfin simplement, c'est pas si simple que ça d'ailleurs, mais de nouveaux outils à imaginer pour que cette Europe sociale existe véritablement? Il faut imaginer de nouveaux outils pour que l'Europe sociale prenne beaucoup plus de dimensions, mais on ne peut pas dire que depuis le début de la construction européenne, il n'y a pas eu une dimension sociale de l'Europe. Ce serait faire injure à beaucoup d'avancées qui sont sans doute un peu moins palpables dans notre pays parce qu'on était sur un socle de protection sociale qui était sans doute beaucoup plus avancé que d'autres. Mais donc, Vous pensez à quelles avancées? Sur des choses assez techniques potentiellement, mais sur les risques chimiques par exemple, auxquels sont confrontés les travailleurs. Un certain nombre de réglementations qui ont fait moins de risques pour les travailleurs, on les doit à des réglementations européennes et au fait d'avoir dialogué au niveau européen entre organisations syndicales et organisations patronales. Sur la conciliation en ce moment entre la vie personnelle et la vie professionnelle, une directive européenne dresse des ambitions qu'en France nous ne respectons pas, notamment par exemple sur la question du congé parental. Donc il faut, je crois, encore une fois, et si la question est liée, est-ce qu'au niveau européen, il n'y a jamais eu des avancées en termes sociaux? La réponse est non. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non également. C'est-à-dire que la question, si on veut construire demain davantage de convergence sociale, une vraie Europe sociale, il faut aller vers l'établissement d'un SMIC, d'un salaire minimum en Europe. La CES, la Confédération européenne des syndicats, revendique 60% du salaire médian. Il faut aller vers, au sein de la zone euro, la création d'une assurance chômage européenne qui aura beaucoup de vertus, y compris budgétaires et sociales. Voilà. Et la question qui est posée, c'est comment on va beaucoup plus loin dans cette Europe sociale que ce n'est le cas aujourd'hui. Mais vous savez, pour avoir la chance de côtoyer beaucoup de représentants d'organisations syndicales partout dans le monde, une affirmation qui consisterait à leur dire « il n'y a pas en Europe de modèle social », les ferait tomber de leur chaise. Parce que ce n'est pas la perception qu'ils en ont quand on regarde ce qu'est leur réalité à eux. Dany Lang. Oui, mon point est quand même le suivant. Les traités européens, dans l'état actuel des choses, limitent le budget européen à 1,24% du PIB. Et on est même en deçà de ce niveau-là, parce que les États, à chaque fois, vont au Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement, et disent « oui, j'ai obtenu, fantastique, j'ai obtenu une baisse du budget européen ». Donc, comment voulez-vous faire une Europe sociale? Comment voulez-vous faire fonctionner un ensemble, en particulier l'Union économique et monétaire, où on a une seule monnaie, si on n'a pas de budget? Les deux ne sont pas compatibles. L'essentiel du budget européen va à la politique agricole commune. Donc une Europe sociale uniquement par les normes et les règles, peut-être, mais moi je ne pense pas que c'est tenable sans avoir un véritable budget. Mais Alors, moi, Laurent je suis tout à Berger. fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Comment vous faites pour lever la question, règle de l'unanimité des 28 non, mais bien sûr, mais sur les tout ça- 1,24? Non, mais tout ça, ce sont des choix. Vous avez c'est votre fonction. Vous êtes un analyste, un commentateur de la situation. Moi, il se trouve que je suis un des acteurs engagés dans cette construction européenne par mes fonctions. La question, c'est effectivement quel choix politique en termes budgétaires, avec davantage de budget européen. Quel choix en termes d'investissement dans les transitions? C'est-à-dire qu'il faut un fonds de transition pour accompagner les transitions écologiques, la transition technologique, la transition en termes de compétences. Quelles actions vont être menées pour aussi regarder les inégalités territoriales au sein de l'Europe, pour relancer des fonds structurels qui aillent vraiment... voilà. Et comment on fait en sorte qu'on lève cette règle? Comment on fait? Tout ça suppose des volontés politiques. Ah oui, c'est comme à peu près dans toute la vie d'une société, il faut des volontés politiques. Et tout ça nécessite également qu'en termes d'investissement, en termes de dépenses publiques, sur certains sujets, on lève cette règle des 3%,
pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir et considérer qu'un certain nombre de dépenses, quand elles sont d'investissement, ne sont pas des dépenses fonctionnelles. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Dans tout ce qui vient d'être dit, Agnès Benassi-Kéré, même si ça n'existe peut-être pas encore aujourd'hui, est-ce que ce sont des choses qui vous paraissent souhaitables? Restons par exemple sur cette fameuse règle des 3%, qui est une règle qui peut sembler extrêmement contraignante, justement en matière de politique sociale, parce qu'elle contraint beaucoup les États qui font partie de l'Union européenne, qui ne peuvent pas toujours mener les politiques qu'elles souhaitent en raison justement de cette fameuse règle. Bon, alors, je vais vous décevoir. Moi, je pense que la règle des 3%, ce n'est pas du tout le sujet. Je pense que si un État doit faire du déficit en permanence pour financer son modèle social, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire que soit les gens n'acceptent pas de payer des impôts en rapport avec le niveau du filet de sécurité sociale, ou alors c'est que le filet de sécurité sociale est inefficace. Enfin, il y a un problème. Je voudrais revenir un instant. C'est une fausse excuse du coup pour vous quand on. Pour moi, c'est une fausse excuse, oui. Par contre, je voudrais revenir une fois sur la question du budget européen. À mon avis, l'angle d'attaque budgétaire est mauvais. C'est l'assurance qu'on va à l'échec. Quand on voit les discussions qu'il y a eu pour un microscopique budget zone euro, c'est franchement une voie qui me paraît pas la bonne. Moi, en fait, d'une certaine manière, je serais plus ambitieuse que simplement parler d'un budget. Je pense qu'il faut aller plus loin, parler d'une union pour l'emploi, et qui correspondrait à, disons, 3 piliers essentiels. Et l'assurance chômage est un des piliers, mais peut-être pas le premier. Le premier pilier, ce serait une sorte de convergence des standards sociaux. Alors, pas une harmonisation, mais une sorte de convergence avec des minima. Là, on peut s'appuyer sur les piliers sociaux de l'Union européenne, qui est un bon point de départ. Je ne mettrai pas tout dedans parce que, bon, savoir comment est organisé l'aide aux parents de jeunes enfants, c'est peut-être pas un sujet qu'on va mettre immédiatement dans l'Union pour l'emploi. Mais vous mettriez quoi prioritairement alors dans ce cas, dans cette Union pour l'emploi? Des standards d'accompagnement Alors, le salaire minimum en pourcentage du salaire médian, ça peut être un élément avec une fourchette, mais il y a des standards d'accompagnement, de qualité de l'accompagnement des chômeurs, de qualité de la formation professionnelle, des standards sur l'assurance chômage, etc. Un deuxième pilier serait l'investissement dans les compétences. Le budget européen investit dans du capital physique, exclusivement du capital physique. Or, est-ce que ça a un sens de s'arracher les infirmières entre les pays de l'Union européenne? Est-ce qu'il ne faudrait pas en former plus et donc mettre des moyens pour aider les universités européennes à en former plus? Et le troisième volet, c'est le volet de protection. Et là, je pense qu'on peut être effectivement ambitieux. Mais si on a les deux premiers, qui va rétablir la confiance, parce qu'il faut voir qu'il n'y a pas de confiance entre les États européens. Et donc le troisième pilier, une assurance chômage, une réassurance chômage donc, par rapport aux crises qui peuvent survenir, et également un volet structurel. Il existe un instrument qui est le Fonds d'adaptation à la mondialisation, qui est notoirement inefficace. Il est totalement inefficace, mais on pourrait l'imaginer le transformer en une sorte de guichet où les collectivités territoriales pourraient venir frapper, apporter des projets, ces projets avec un jury indépendant. On peut imaginer avec une bonne gouvernance et aider des territoires à remonter la pente et à devenir des endroits où on peut vivre et trouver un emploi de niveau de qualité correcte. Alors Laurent Berger, j'ai regardé les préconisations qui sont celles de la CFDT, justement pour l'avenir de l'Union européenne. J'y ai pas vu cette Union européenne pour l'emploi que préconise Agnès Benassi-Kéré, mais vous préconisez, vous, d'instaurer un ministre européen du travail. Est-ce que c'est dans la même logique que ce qui vient d'être dit ? La logique, c'est qu'on a souvent une logique au niveau européen. Parce que derrière tout cela, ce qui est posé, c'est finalement comment on donne aux citoyens européens le sentiment et la réalité que l'Europe est un plus pour lui, est un devenir positif et pas une forme de contrainte comme c'est malheureusement trop ressenti aujourd'hui. Une des raisons à cela, c'est de donner le sentiment que l'Europe serait devenue un espace économique, avec d'ailleurs un certain nombre de défauts, mais pas suffisamment un espace social. Eh bien, donnons la possibilité, à travers différents mécanismes. On a l'Agence européenne du travail, qui a été initiée à Göteborg avec le socle européen des droits sociaux. C'est une vraie avancée, mais donnons aussi le sentiment au sein de la zone euro de ne pas avoir qu'une logique économique et monétaire, mais aussi une logique travail-emploi. C'est pour ça qu'on fait cette proposition, qui n'est pas la proposition qui est peut-être davantage du domaine du symbole que de l'opérationnalité, mais l'Europe, elle aura aussi besoin d'avancer à travers du symbole pour montrer aux citoyens que les choses bougent.
Mais moi, je ne suis pas en désaccord avec un certain nombre de points qui ont été évoqués. Mais tout cela, ça nécessite de le dire de façon lisible et claire aux citoyens. C'est-à-dire que, d'abord, que ce soit une vraie politique, ce n'est pas celle qui est menée aujourd'hui. Et donc, moi, je ne suis ni satisfait, ni à critiquer tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, la logique, ce n'est pas celle-ci. La logique, elle est quand même davantage le repli sur soi, y compris de ceux qui se proclament très européens, mais qui ont des stratégies assez peu convergentes avec d'autres en Europe. Donc, Et en même temps, Laurent Berger, vous avez évoqué à plusieurs reprises ce socle européen des droits sociaux, donc, qui a été décidé fin 2017 pour une entrée en vigueur en 2018. Enfin, entrée en vigueur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce que ça a changé depuis en la matière? Vous savez, moi j'y étais à Göteborg au moment où ce socle a été proclamé comme représentant de la Confédération européenne des syndicats. Et en fait, on a perdu 10 ans. C'est les 10 ans de traversée du désert de la commission Barroso en termes sociaux, avec une logique ultra-budgétaire, etc. On a perdu 10 ans. Mais voir des dirigeants européens qui, pour la première fois depuis longtemps, se regroupent sur la question sociale et proclament, et dans leur diversité, plus ou moins facile d'ailleurs, mais les voir dire que la question sociale est une question prioritaire et qu'ils veulent avancer sur la question du dialogue social, de la protection sociale, du salaire, etc., c'est très bien. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas contraignant. Donc il va falloir maintenant que la société civile et notamment le syndicalisme européen soient en mesure de peser pour que ça avance petit à petit. Il y a des points qui commencent à faire, on le voit dans le débat européen, y compris ici, qui commencent à être intégrés. La question de la réassurance chômage, la question du salaire minimum en Europe, il faut avancer sur ce chemin-là, c'est indispensable. Mais on a perdu beaucoup de temps, c'est vrai. Est-ce que, Dany Lang, ce ne sont quand même pas des signes justement qui montrent que les choses bougent? Peut-être qu'elles ne bougent pas suffisamment vite, mais que ça ne remet pas forcément en cause le principe de la construction européenne et l'idée que ce pilier, qui est un des piliers de l'Europe, qui est le pilier social, vaut quand même le coup d'être exploité. Parce que dans les réactions que j'entends de votre part, plutôt l'impression qu'il faut entendre, il faudrait peut-être revenir un peu en arrière, redonner aux États la capacité d'agir, notamment sur les questions économiques et sociales, parce que l'Europe le fait mal? Non, j'ai une position qui est extrêmement différente. Dans ma vision des choses et qui est basée sur l'analyse économique, Monsieur Berger a raison de dire que si on veut aller vers plus d'intégration, il faut aussi penser à la question de la citoyenneté européenne. Et ça passe par les syndicats, et je l'écris depuis 10 ans, ça passe par les syndicats, ça passe par les citoyens, ça passe par un certain nombre de choses. Par contre, mon sentiment à moi, c'est que l'Europe telle qu'elle est au milieu du gué n'est pas tenable. Si on voulait faire une union économique et monétaire, si on voulait faire l'euro, il fallait un budget. Et c'est quelque chose qui est clair dans les années 70, même dans le rapport Werner qui avait été remis à la Commission européenne, qui proposait un budget de 10 à 15%. Il faut la citoyenneté, il faut le budget. Sinon, on revient en arrière sur la monnaie unique. On ne peut pas avoir la même monnaie et avoir un budget aussi ridicule. Ce n'est pas des droits sociaux, ce n'est pas des piliers à gauche, à droite qui vont compenser ça. Donc, par ça ailleurs, veut dire cette quoi? règle Soit on va vers plus d'intégration, soit on revient vers une Europe des nations. La question est l'une des raisons pour lesquelles l'Europe est en recul et partout où on voit l'émergence de ces partis anti-européens, c'est parce que les peuples se sentent dessaisis de leur souveraineté. Donc la vraie question, c'est la souveraineté populaire. Est-ce qu'on arrive à l'exercer au plan européen? Et ça suppose qu'il y ait une citoyenneté et donc on travaille la citoyenneté et qu'on ait un vrai budget. Soit on revient aux souverainetés nationales et à ce moment-là, on fait ensemble. On utilise ensemble une possibilité qu'il y a dans les traités européens qu'on n'utilise absolument pas, et c'est fort dommage, qui s'appelle les coopérations renforcées. C'est-à-dire ensemble, on décide d'avancer sur un point ou sur plusieurs points. Là, on est au milieu du gué, ça n'est pas tenable. On essaie de coller, à chaque fois, on essaie de recoller les morceaux. À la prochaine crise, on va à nouveau avoir 15 sommets d'urgence les uns après les autres pour sauver l'euro. Cette construction n'est pas tenable, et en particulier la règle des 3%, comme d'ailleurs la règle de l'équilibre budgétaire, qui est celle maintenant qu'on a dans les traités depuis 2013, sont le veau d'or. Pour moi, ce n'est absolument pas une priorité. 3%, 4%, ça n'a pas de sens économique. Le vrai sens économique, c'est le taux de chômage, c'est les inégalités. Occupons-nous des choses réelles avant de nous occuper du veau d'or et de choses fictives. Agnès Benassi-Kéré. Ouais, moi, je ne suis pas du tout contre un budget. D'ailleurs, j'ai écrit pas mal de choses là-dessus. Simplement, je pense qu'il faut d'abord se demander pourquoi faire. Donc, quel est le projet derrière ce budget? Il ne faut pas simplement dire qu'il faut de l'argent.
Deuxièmement, on a fait des calculs donc, au sein d'un groupe franco-allemand en vue d'une réassurance chômage qui se déclencherait seulement quand un pays est en crise profonde, comme a connu par exemple l'Espagne pendant la crise. Et on peut avoir, avec très peu de moyens, comme aux États-Unis, avec très peu de moyens, on peut avoir un impact substantiel au milieu d'une crise. Il faut savoir que le budget américain, il est de 25% du PIB. Hein, justement, c'est pour ça que je parle du budget américain, parce que c'est avec 0,1% du PIB qu'on pourrait faire quelque chose de substantiel. Vous vous rendez compte? Mais la condition, c'est qu'on l'utilise uniquement quand on est au milieu de la crise, c'est-à-dire pas tous les ans. C'est-à-dire, et le budget fédéral américain, enfin la réassurance chômage américaine a transféré aux États en 2009 l'équivalent de 1,5% du PIB, ce qui est tout à fait substantiel, alors que ça coûte c'est très bon marché, cette réassurance fédérale. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en plus, c'est de l'argent qui va directement à des gens qui vont le consommer, donc ça soutient l'économie, et c'est aussi visible. Les gens ont repéré, ils ont vu aux États-Unis que leur assurance chômage avait été étendue jusqu'à 99 semaines, alors qu'habituellement, je crois que c'est 26 semaines. C'est quand même très faible. Donc ils le voient. Pourquoi l'Europe ne s'en inspire pas? Pour l'instant, c'est des idées qui progressent. Même en Allemagne, le ministre des Finances allemand a fait un discours pour avancer cette idée. Je pense que cette idée va avancer. Mais il ne faut pas dire on veut un budget et puis on verra après. Il faut avoir un projet très précis. Ça, c'est un projet qui ne coûte pas cher. Et toujours est-il que ça n'est pas tenable d'avoir une monnaie unique avec un budget aussi ridicule. Je suis d'accord pour dire qu'il faut savoir ce qu'on va mettre dans le budget. À mon avis, les fonds européens ne sont pas suffisamment abondés. À mon avis, la politique agricole est très mal orientée. On est vers une agriculture pleine de pesticides, pleine de cochonneries, et on pourrait très bien décider de refinancer une agriculture de qualité, de proximité et qui favorise la transition écologique. Et à mon avis, je ne suis pas le seul à le dire, le budget européen, il faut effectivement réfléchir à ce qu'on va mettre dedans, mais si on n'a pas un budget substantiel, la monnaie unique ne sera pas tenable dans le temps, parce qu'elle ne correspond à aucune souveraineté. Laurent Berger, vous y mettez quoi, vous, dans ce budget européen plus substantiel? Des politiques convergentes sur des questions sociales, d'inscription dans la transition écologique et la révolution technologique qui est en cours. Mais vous savez, tout cela, ça n'a de sens, y compris un budget, que s'il y a un projet politique clairement affirmé. Et la question, c'est celle-ci, finalement. Y compris la question économique ou la question sociale, elles n'ont de sens que si, à un moment donné, on est capable de réaffirmer un projet politique pour l'Europe. Le projet politique pour l'Europe, c'est quoi? C'est de mon point de vue, d'abord d'évoluer dans une mondialisation qui est ce qu'elle est et qui me nécessite de ne pas fermer les frontières les unes après les autres, mais de ne pas être totalement naïf non plus dans les échanges commerciaux, par exemple. Et donc d'imposer des règles qu'on s'impose à nous-mêmes, et il est normal de les imposer à d'autres. Lorsque moi j'ai été cette semaine dans une entreprise agroalimentaire, c'est pas possible de s'imposer des règles à nous-mêmes et de considérer que des produits viennent d'ailleurs sans qu'on impose les mêmes règles. Donc, et ça c'est vécu très concrètement par des travailleurs. Donc un projet politique sur ce qu'on veut faire de l'Europe. Et donc le débat aujourd'hui, il ne peut pas être que sur le passé. Il ne peut pas être que sur la règle économique. Et c'est construit comme ça, l'Europe, je suis bien d'accord. Moi, je suis pour un budget européen, mais je considère aussi que ça n'a pas de sens si l'Europe, elle ne dit pas quel type de modèle social elle veut, quel type de société elle veut, quel type de démocratie interne elle veut. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. On revient sur la question de la souveraineté démocratique. Je vais finir. Oui, non, mais moi, je suis pas, j'emploie pas les mêmes mots que vous parce que je ne les partage pas. La souveraineté populaire, la question qui est posée, c'est la question souveraineté démocratique et populaire à un moment donné. C'est-à-dire sanction par l'élection et choix de ses représentants. Oui, mais ça, c'est objectivement. Excusez-moi, je suis désolé. L'institution qui a le pouvoir, c'est la Commission européenne. Non. Moi, ça, je refuse cela. Je vous le dis franchement. Je crois que regardez les traités. Il y a des conseils européens régulièrement. Et s'ils voulaient bien que ce soit des chefs d'État ou des différents ministres, s'ils voulaient bien à un moment donné s'inscrire dans un projet politique, il y aurait sans doute autre chose qui serait faite. Donc je crois que l'Europe, elle a besoin de se redonner du sens et de redonner un lien aux citoyens. Et ça se fait y compris sur la question sociale. Et quand on va rester, si on reste dans un débat d'initiés sur les questions économiques, etc., on ne s'en sortira pas. Et un vrai sujet qui est posé et qui sera posé aux citoyens, c'est est-ce qu'ils veulent de l'Europe, plus d'Europe et mieux d'Europe,
ou est-ce qu'ils veulent moins d'Europe? C'est un vrai sujet. C'est un vrai choix, et celui-là, il faut le faire. Et il faut se dire, si on veut plus d'Europe, on la veut comment? Et moi, je la veux plus juste, avec moins d'inégalités. Et c'est vrai que ça impose des choix budgétaires, je suis d'accord, des choix en termes de priorité. Et aujourd'hui, les chefs d'État, la Commission, mais aussi le Parlement ont du mal à les faire. Encore une chose, Laurent Berger, avant de redonner la parole à Agnès Benassi-Kéré et à Dany Lang, sur cette question de la convergence et sur la question sociale. La convergence, elle peut se faire de différentes manières. Ça suppose en tout cas qu'à un moment donné, on accepte, si ça se fait donc vers davantage aussi d'intégration, que l'on accepte de renoncer peut-être à certains aspects de notre modèle social français pour avoir une véritable convergence. Comment est-ce que vous faites pour vendre ce projet-là à l'ensemble des Européens et notamment aux Français? Vous n'allez pas pouvoir tout faire converger par le haut. C'est-à-dire tous les SMIC ne seront pas peut-être des SMIC à la française. Évidemment, personne ne dit que le SMIC qui va s'opérer demain en Roumanie, d'ailleurs les syndicalistes roumains ne sont pas dans cette revendication-là pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas envie de voir un certain nombre de productions partir. Personne ne dit qu'à valeur absolue, ce sera le même. C'est en fonction du salaire médian. Ça empêche. C'est une vraie convergence. C'est une vraie convergence des salaires minimums en Europe autour de 60% du salaire médian. Si vous en parlez avec les travailleurs roumains, ils n'y sont pas aujourd'hui. Même si le SMIC, enfin l'équivalent du salaire minimum en Roumanie, il a largement augmenté depuis qu'ils sont en Europe. Il faut le dire aussi. Mais la convergence, elle ne se fait pas par une convergence par le bas. Sinon, ça n'a pas de sens. Pour le coup, vous pouvez faire une croix sur le projet européen, y compris en France, mais pas simplement qu'en France. À propos, le 60% du salaire médian en France, je ne suis pas sûr qu'on arrive aux 1107 € d'un temps plein du SMIC. Non, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que poser la question en termes c'est vrai, de... vous avez raison, mais Madame Loiseau proposait 50% du salaire médian, ce qui veut dire 800 et quelques euros par mois. Là, je ne parle pas pour Madame Loiseau, mais je parle pour les 60% dont vous avez parlé. Mais vous m'avez interpellé sur le sujet. Vous m'avez interpellé sur le sujet, donc je vais le dire. Moi, je ne manie pas la malhonnêteté intellectuelle. J'ai 60% du salaire médian. C'est vrai que le SMIC français, il est légèrement au-dessus. Il est à 62%. Mais en Europe, c'est loin d'être le cas. Et donc, il est hors de question de dire, et je crois que personne dans cette salle ne peut croire, que lorsqu'on dit qu'on voudrait que le salaire médian en Europe, minimum en Europe, c'est 60% du salaire médian, qu'il est question de baisser, là, il est au-dessus. Parce que vous savez, moi, j'ai fait ce débat-là avec les camarades d'autres pays. Par exemple, les Nordiques, ils n'ont pas envie de ce salaire minimum. Parce qu'eux, ils le règlent par la négociation collective. Donc, ils disent, attendez, venez pas nous embêter avec une règle. Nous, les règles, on les fixe dans la négociation. Mais, et c'est vrai que c'est largement au-dessus, parfois, ce qu'ils obtiennent de ce qu'on obtient ici par la loi. Parce que la maturité du dialogue social, elle est malheureusement pas suffisamment développée ici et dans d'autres pays latins, dirons-nous. Mais si on veut une règle, 60% du salaire médian, moi je pense aussi aux travailleurs des autres pays que ça va faire converger vers un salaire minimum plus important sans que ça fasse baisser ici les salaires. Je peux juste vous poser une question. Agnès Benassi-Kéré qui n'a pas parlé depuis longtemps, si vous voulez. Oui, je suis désolé, j'en suis désolé, mais je peux juste vous demander pourquoi on pose la question en termes de pourcentage du salaire médian. Aux États-Unis, il y a un débat extrêmement intéressant, c'est ce qu'est un living wage, c'est-à-dire un salaire de subsistance, un salaire qui permet aux gens de vivre dignement. Pourquoi on ne pose pas la question dans ces termes-là? Et le living wage, qui est en débat aux États-Unis, c'est 15 $ de l'heure. Et il y a un certain nombre d'États et de villes qui sont en train de l'instaurer, c'est-à-dire 13,35 €. Si on osait proposer ça en France, on vous traiterait d'extrême gauche, de communiste révolutionnaire. C'est le débat aux États-Unis. Pourquoi on ne pose pas la question en termes de salaire décent? C'est un vocabulaire que la Confédération européenne des syndicats emprunte. Mais lorsqu'il est question de se fixer une revendication collective, eh bien, on a décidé ensemble, mais sans doute que les syndicalistes européens sont des crétins, on a décidé ensemble de fixer l'objectif à 60% du salaire médian. Et moi, je le sais, pour côtoyer tout un tas de collègues d'Europe de l'Est notamment, que ce serait chez eux un vrai progrès si on y arrivait. Et en cela, je trouve que l'Europe serait un beau signal. Agnès Benassi-Kéré. Bon, moi, je ne vais pas prendre position sur le niveau du salaire minimum, mais plutôt attirer votre attention sur l'importance du salaire minimum aussi, que pourrait avoir le salaire minimum pour le pilotage de l'union monétaire. Parce que ce qu'on a vu dans les 10 premières années, c'est une divergence des salaires par rapport à la productivité dans certains pays, vers le haut dans les pays du Sud, mais vers le bas dans d'autres pays, notamment l'Allemagne. Et aujourd'hui, on a énormément de mal à récupérer, à faire reconverger.
Comme on ne sait pas coordonner les politiques économiques entre les pays de la zone euro, peut-être qu'on pourrait se fixer des règles de conduite simples, hein, comme par exemple voir le salaire, donc en termes de pouvoir d'achat, hein, disons corrigé de l'inflation, évoluer en parallèle avec la productivité, c'est-à-dire que ce que chacun produit en une heure de travail commence à évoluer au cours du temps. Et là, on aurait une union monétaire, déjà on aurait un élément de stabilité de l'union monétaire qui est totalement extra-budgétaire, soit dit en passant. Je voudrais revenir juste un instant sur la transition écologique, parce que c'est le grand sujet pour l'avenir. Hein. S'il y a un seul sujet, c'est celui-là. Et il me semble que là, il ne faut pas se défausser sur le budget. Encore une fois, je ne voudrais pas qu'on ait une attaque exclusivement budgétaire. Déverser de l'argent sur la transition énergétique, pour moi, c'est faire les choses à l'envers. Il faut commencer par regarder les choses en face. Et on a été extrêmement incapable de relever, par exemple, le prix des quotas d'émissions en Europe, qui s'est effondré pendant la crise, qui n'a pas remonté. La taxe carbone, regardez ce qui s'est passé. Donc, je pense que tant qu'il n'y a pas de prix du carbone, tout ce qu'on va faire, les investissements publics dans la transition énergétique ne seront pas rentables, tout simplement. Et donc, il ne faut pas mettre son argent là-dedans. C'est ça qui est terrible. Et le secteur privé pourrait investir beaucoup plus s'il y avait une perspective crédible d'évolution du prix du carbone. Donc, c'est un élément mais central dans la transition énergétique. Et l'attaquer uniquement sur le volet budgétaire, moi, je ne suis pas d'accord, parce que ça donner des rentes à des gens et avec un investissement qui, in fine, ne sera pas rentable. Laurent Berger. Non, mais vous dites bien, ce n'est pas uniquement budgétaire, mais il faut quand même... Ah, mais je suis d'accord, oui, mais il faut mettre les choses en cohérence. Il faut d'abord une volonté politique, ce que je disais, il faut d'abord une volonté politique, notamment sur cette question d'inscription de la transition écologique comme un objectif fondamental en Europe. Elle ne sera valable d'ailleurs et acceptable que si elle est juste, hein. On le voit en France particulièrement dans cette période, mais il faudra une capacité budgétaire parce que les changements qui sont liés, qui sont nécessaires dans cette transition écologique, ils sont phénoménaux. Et s'il n'y a pas un effet levier très fort en termes d'investissement et en termes budgétaires, on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'aura pas le temps. Tout simplement, on n'aura pas le temps avec le défi climatique qui est le nôtre. Donc, je ne crois pas qu'il faille opposer. Il faut trouver, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Et la question budgétaire, elle arrivera. Vous avez raison de dire que ce n'est pas le premier sujet, mais elle arrivera quand même, je pense. Ce que je dis juste, c'est que mettre le budget sans les prix, c'est vouer à l'échec. Voilà. Il y a un thème, et ce sera le dernier thème qu'on abordera lors de cette discussion, qu'on a abordé, mais sans vraiment le nommer de cette manière, qui est celui du dumping fiscal, dumping social. Et je reviens à la question des inégalités. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne se donne vraiment les moyens, selon vous, Laurent Berger, de lutter contre ce dumping fiscal, ce dumping social, qui sont quand même en grande partie aussi à la source de ces inégalités ? Non, insuffisamment. Sur la question du dumping social, mais en même temps, l'Europe a progressé. Là aussi, c'est insuffisant sans doute, mais regardez ce qui s'est passé sur les travailleurs détachés. Sur les travailleurs détachés, on peut encore aller plus loin, notamment pour les travailleurs du transport où on ne va pas suffisamment loin. Mais on s'est fixé un certain nombre de règles. Alors le problème, c'est qu'il y a des abus. Mais enfin, je vous rappelle que même dans le Code du travail français, il y en a qui savent abuser. Donc là-dessus, il faut se donner les moyens de la répression lorsqu'il y a des abus. C'est notamment l'objectif de l'Agence européenne du travail. Mais il faut préciser que cette directive, elle a été révisée il y a pas plusieurs fois, et récemment encore, avec des progrès pour que sur le même lieu de travail, ce soit la même rémunération en termes de protection sociale et en termes de couverture des risques professionnels. Mais encore une fois, ça nécessite pour cela que, vous savez, il y a les règles dans la vie, puis il y a aussi la façon dont on les applique et le rôle de la société civile pour les faire appliquer. Et nous, on est en train de mener des coopérations, y compris au niveau européen, pour que quand il y a des travailleurs détachés, parce que c'est une réalité, eh bien, ils puissent être traités correctement dans leur lieu de travail et on puisse suivre syndicalement leur situation. Donc, c'est insuffisant en termes de convergence. Mais si vous demandez à des travailleurs d'un certain nombre de pays si l'Europe a permis une convergence sociale, ils vous répondront oui. D'un niveau du travailleur français, la perception, elle n'est évidemment pas la même. Donc, et puis au niveau fiscal, il y a encore énormément à faire. Il y a même tout à faire, je crois. Dany Lang.
Moi, je pense qu'il n'y a pas un sujet et qu'il y a 3 sujets. Et effectivement, il y a la transition écologique. Et on aura beau nous dire on va redéployer, machin. Effectivement, il faut revoir le prix de la tonne de carbone. Moi, je faisais partie de ceux, à l'époque, j'étais très jeune, mais qui disaient qu'il ne suffit pas de confier le prix du carbone au marché pour que ça fonctionne. Ça ne marche pas, mais ça ne suffira pas. Il faut des moyens. Le deuxième sujet a été abordé, c'est les inégalités. Et le troisième sujet, c'est le chômage. C'est les 3 grands sujets qui se posent aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a sans doute eu des avancées. Il y a eu des progrès dans un certain nombre de domaines. Mais toujours est-il qu'on ne peut que constater que l'Europe n'est pas au rendez-vous de la transition écologique. L'Europe n'est pas au rendez-vous de la convergence en matière de taux de chômage. Regardez les divergences de taux de chômage partout, parce qu'on s'impose des règles qui sont stupides, vraiment des règles qui sont stupides. On fait de l'austérité quand on est en bas du cycle et on fait de la relance quand on est en haut du cycle. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Exactement le contraire. Une bonne politique budgétaire doit être contracyclique. Voilà. Et puis l'Europe, comme stratégie de lutte contre le chômage, on a la flexibilisation, la vision du plein emploi qui est actuellement dans les traités, c'est un plein emploi de mauvaise qualité. Moi, je pense que les syndicats et les citoyens européens devraient se battre ensemble pour obtenir une vision qui est celle d'un plein emploi de qualité, et ça suppose aussi une augmentation des salaires en bas de l'échelle sociale. Voilà. Je n'ai jamais dit que les syndicats étaient stupides, au passage, je ne le pense pas. Agnès Benassi-Kéré ne le pense pas non plus. Deux choses. D'abord, pour revenir sur le dumping social et fiscal. Alors, peut-être il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, un travailleur détaché polonais sur un chantier en France, si l'entreprise joue le jeu, il coûte plus cher qu'un travailleur français. Donc, parce qu'il paye en fait un taux de cotisation qui est le taux polonais sur le salaire minimum français. Et ça fait au total plus, puisque comme en France, il y a des allègements en bas de l'échelle des salaires, hein, finalement, ça fait plus cher que le travailleur français. Bon, ce n'est pas la perception des travailleurs, et c'est que les entreprises ne jouent pas le jeu. C'est ça le problème. Et on a un système d'information qui est totalement désuet par rapport à ce dont on aurait besoin. Donc, il y a un énorme travail à faire, mais c'est plutôt une question de fraude que des principes eux-mêmes, même si dans certains secteurs, effectivement, le transport routier en est un. Sur le dumping fiscal, là, il y a des avancées, mais il faut bien reconnaître, ça me rend triste, que l'Europe n'est pas tellement meneuse, elle est plutôt suiveuse. Donc l'Europe suit le mouvement de l'OCDE, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Même les Américains sont devant nous. C'est grâce aux Américains que finalement on a obtenu enfin l'échange automatique d'informations entre les pays européens. S'il n'y avait pas eu la crise, l'affaire UBS, l'accord avec la Suisse, puis le Luxembourg, et puis finalement, ça a été généralisé. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. La Commission européenne est très active dans ce domaine, et c'est vraiment le Conseil européen, donc c'est les chefs d'État nationaux, qui freinent des cas de fer. Il faut l'unanimité, donc on voit bien le problème. Sur les règles budgétaires, moi, je pense qu'il faut des règles, parce que je ne fais pas confiance au marché. Donc il faut des règles. Maintenant, il y a des propositions pour les améliorer et pour justement donner plus de capacité aux États à relancer en phase basse du cycle, mais ça veut dire aussi être beaucoup plus prudent, beaucoup plus économe en haut de cycle. Et on ne peut pas dire que les gouvernements aient été très prudents, notamment la France en haut de cycle, notamment par exemple l'année 2000. Rappelez-vous l'affaire de la cagnotte. Voilà, je vois bien que vous avez encore envie de discuter, mais on est quasiment au terme de cette discussion. Un tout dernier mot, Laurent Berger, brièvement. Je disais au début d'émission que vous êtes candidat à la présidence de cette Confédération européenne des syndicats. Je crois que vous êtes le seul candidat, en tout cas pour l'instant. Donc, a priori, vous serez président. Ça sert à quoi, cette Confédération européenne des syndicats ? La Confédération européenne des syndicats, ça regroupe 30 millions d'adhérents en Europe, avec des taux évidemment plus flatteurs d'adhésion dans certains pays que dans d'autres, notamment en France. Et c'est simplement le fait qu'il n'y a pas d'Europe sociale, il n'y a pas d'Europe tout court qui peut se construire si on ne se préoccupe pas de travail, d'emploi et de situation des travailleurs qui sont des citoyens à part entière. Donc c'est un gros défi parce qu'il faut mener le rapport de force différemment, il faut se faire écouter. On a un petit peu plus de fenêtres d'expression ces derniers temps qu'on en a eu dans le temps de la commission Barroso. Et maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on évoluera dans une Europe que les citoyens auront choisi en termes politiques. Et c'est ça qui sera le défi de la CES demain, de son président comme de toute la CES, c'est-à-dire de ne jamais faire oublier qu'il y a des règles
des pratiques et surtout une écoute du monde du travail qu'il faut avoir beaucoup plus forte en Europe. Et ben voilà qui fera l'objet de cette conclusion. Merci beaucoup à tous les trois, Laurent Berger, Agnès Benassi-Kéré et Dany Lang, d'avoir participé à cette discussion. Merci aux équipes de la Sorbonne, à l'équipe du Grain à Moudre, en particulier Antoine Tricot et Antoine Dulster. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel. Et merci à tout le public du Grand Amphi de la Sorbonne. Non, si vous...